là on te laissait, après la petite visite là, du petit village avec des pierres mégalithiques. Personne ne sait d'où elles viennent, c'est assez surprenant, mais vraiment... Ni à quel moment non plus. Ni à quel moment elles ont été construites. Il y a eu déjà des fouilles archéologiques, mais le village étant habité, c'est un peu compliqué. Il y a un village depuis plusieurs dizaines de générations. Les gens, c'était là bien avant eux. Et ils savent vraiment pas qui a construit ça. Et clairement, c'est mégalithique, qui pourrait être de l'ordre de 3000, 4000, 5000 ans, peut-être plus. Difficile à dire. Là, on va à Karan Tepe. Là, effectivement, ça devait être un lieu de rassemblement. C'est vrai que on ne sait pas trop finalement. L'archéologie traditionnelle te dit que c'était un site sacrificiel, religieux, avec des croyances absurdes. Et en fait, quand tu regardes de plus près et que tu commences à te renseigner, tu te rends compte que non seulement il est orienté vers des étoiles. Il y a des lieux sur Terre qui, à peine découverts, bousculent tout ce que l'on croyait savoir sur notre histoire. Aujourd'hui, on vous emmène là où les pierres murmurent des secrets vieux de plus de 11 000 ans. Bienvenue à Göbekli Tepe et Karahan Tepe, au cœur de la Mésopotamie. Imaginez, nous sommes des milliers d'années avant les pyramides d'Égypte, avant Stonehenge, avant même l'invention de l'écriture. À cette époque, l'humanité est supposée être composée de petits groupes de chasseurs-cueilleurs, sans ville, sans agriculture, sans organisation complexe. Et pourtant, ici, en Anatolie, des structures monumentales sortent de terre. C'est dingue, nous sommes sur le site de Göbekli Tepe et c'est le site le plus ancien retrouvé actuellement qui prouve avec certitude que l'humanité a évolué différemment de la chronologie habituelle et qui prouve que nous étions déjà capables, il y a 11 000 ans, de fabriquer ce genre d'enceinte, d'utiliser la géométrie, d'utiliser l'astronomie, puisque c'est orienté. C'est dingue. Et personne ne sait pour l'instant qui a construit ça et pour quelle raison. Göbekli Tepe, le plus célèbre des deux, a été découvert dans les années 1990. Il dévoile des cercles de pierre massifs, certains piliers pesant jusqu'à 20 tonnes, dressés avec une précision qui défie la logique pour l'époque. En tout, plus de 20 enceintes ont été identifiées, bien que seule une petite partie soit aujourd'hui dégagée. Ce qui frappe immédiatement, ce sont les gravures. Elles ne sont pas simplement sculptées en creux dans la pierre. Non, ici, l'art est en 3 dimensions. Les artisans de l'époque taillaient la pierre pour faire émerger des formes en relief. Cela demande un savoir-faire incroyable, une précision que l'on n'associe pas à des peuples censés être de simples chasseurs-cueilleurs. Et puis il y a Karahan Tepe, moins connu, mais tout aussi fascinant. Ici, des piliers similaires, des sculptures étranges et cette salle souterraine où trône un visage humain taillé directement dans la roche. C'est comme si ces lieux étaient des fragments d'un passé oublié, des vestiges d'une civilisation dont nous avons perdu la mémoire. Un détail attire particulièrement l'attention sur plusieurs piliers. On voit des représentations d'humains avec des bras stylisés, des mains posées autour du bas-ventre au niveau du nombril. Ce symbole, simple en apparence, est loin d'être anodin. On le retrouve à des milliers de kilomètres d'ici, sur des sites aussi mystérieux que le complexe de Tiwanaku en Bolivie, ou encore sur les célèbres moaïs de l'île de Pâques. Et là, un détail troublant. Göbekli Tepe signifie littéralement la colline du nombril. Et devinez quoi? Le véritable nom de l'île de Pâques n'est pas l'île de Pâques. Pour ses habitants, elle s'appelle Rapa Nui, ce qui signifie aussi le nombril du monde. Simple coïncidence ou trace d'un savoir ancien dispersé à travers le monde dont les échos résonnent encore aujourd'hui? Là, on voit les trous. Ici, je pense qu'il y avait quelque chose sur le haut qui devait être posé là. On retrouve ces mêmes marques ici. Donc c'est plutôt intéressant. Là, on y voit un outil. Clairement, il y a un outil pour travailler dans les champs. Et ce n'est pas tout.
le mystère s'épaissit lorsqu'on découvre que ces sites n'ont pas été abandonnés au fil du temps, comme c'est souvent le cas. Non, ils ont été soigneusement ensevelis par ceux-là même qui les avaient construits. Donc là c'est quand même assez fou, on est toujours donc à la Karahan Tepe, et là tu regardes, donc on a exactement donc, ce qu'on retrouvera tout à l'heure à Gobekli Tepe, on va avoir donc ces mégalithes en forme de T. Ici on voit que l'excavation n'a encore pas eu lieu, juste une petite partie, pour découvrir les T. Et on voit nettement que le haut du chapeau, lui, il était à l'extérieur pendant les 10 000 dernières années, il a subi l'érosion. Alors que le reste, qui était donc sous terre, lui n'a subi aucune érosion. Et c'est ça qui est le plus dingue en fait, parce que tu regardes à différents endroits, ici c'était sur et dessous, pareil ici, et on retrouve en fait ces mêmes choses un peu partout. Donc maintenant quand on marche ici, dans les montagnes, donc, du coup proche du lieu de Karahan Tepe, si tu vois un petit bout comme ça qui dépasse, blanc, un peu arrondi, tu te dis tiens, c'est possible que dessous il y ait un site ressemblant à Karahan Tepe. Moi je me demande comment, étant donné que c'est daté d'il y a 10 000 ans, qui a pu construire ça, pour quelle raison, et ça se fait pas en 10 jours quoi. Du coup, ça veut dire que ce sont des personnes qui avaient les connaissances et qui ont acquis des connaissances avant de construire ça il y a 10 000 ans, à une époque où on n'est pas censé du tout pouvoir faire ça. Pourquoi? Était-ce un rituel? Une tentative de protection? Ou le signe d'un bouleversement si important que ces lieux devaient être cachés au reste du monde? C'est fou de penser que des mains humaines ont enterré tout ça, volontairement, pour qu'on ne le découvre que des milliers d'années plus tard. Gobekli Tepe et Karahan Tepe ne sont pas seulement des sites archéologiques, ce sont des énigmes gravées dans la pierre, des messages venus du fond des âges, des fragments d'une histoire que nous commençons à peine à effleurer. Si en 30 ans, ces découvertes ont fait reculer notre chronologie de 4 à 5 000 ans, alors peut-être que l'humanité n'a pas fini de nous surprendre. Tu vois, on est descendu un tout petit peu, on est toujours sur la même colline, et on a exactement ces mêmes pierres blanches par l'érosion qui les passent ici et ailleurs. Là, ici aussi, tu vois, on a une pierre là, on en a là. Et je suis intimement convaincu que dans quelques années, il y aura des fouilles aussi à cet endroit-là qui permettront de découvrir qu'il y a aussi des enceintes qui ont été créées là avec ces formes de T justement. Ce soir, après une journée un peu spéciale de visite et d'antiquité de mégalithique, on est là, posé à 1000 mètres de Gobekli Tepe. On va passer la nuit ici tranquillement et puis demain on va reprendre la route. Arrivé à Harran, des murs d'enceinte impressionnants, vestiges d'un passé qu'on ignore encore totalement. On ne sait pas qui a bâti cette cité, ni quand, mais l'appel de la découverte est plus fort que tout. Et puis, comme par magie, ou presque, un homme surgit. Professeur d'anglais autoproclamé, il nous propose une visite guidée. Gratuite bien sûr, on a vérifié. Vous voyez venir la suite? Nous, pas encore. Donc là on est sur la route et on suit Abdou, je crois qu'il s'appelle. On était en train de faire le tour de la cité de Harran et tout de suite il s'est proposé en fait à nos côtés de nous indiquer où nous garer, donc devant chez lui apparemment. Et puis par la suite nous expliquer tout sur la cité. Donc naturellement Stéphanie a demandé combien ça allait nous coûter
Et il a dit non, c'est juste avec le cœur. Si vous êtes content, je suis content. On le suit donc, curieux et un peu naïf. Il nous fait passer la grande porte, là où autrefois un pont franchissait des douves aujourd'hui disparues. Face à nous, les ruines du château de Harran, autrefois un bastion fortifié, construit au 8e siècle, probablement sur des fondations encore plus anciennes. The castle is here Ok. and 5 gates. Aleppo, 5 portes. Raqqa, Ok. Mosul, Baghdad and Anatolian. Ok. And now is just one gate, we can see it is here. Aleppo, another one is destroyed. Ok. Ok. Les autres sont And near détruits. the city wall, they built a canal with water like this. Now we are here. Yes. I draw this one to understand me better and come, I will show you. Yes. Ok. We are looking to the castle. Wow, it's beautiful. Ce château, témoin silencieux des passages successifs des Omeyyades, des Abbassides, puis des Seldjoukides, a vu défiler des siècles d'histoire avant d'être abandonné à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, il est protégé, inaccessible de l'intérieur, mais ses pierres parlent encore. Hello. Yeah. Salam alaikum. Ahmet abi turist geliyor. Hello. Puis, direction le village traditionnel, avec ses fameuses maisons en forme de ruches, de petites huttes, en argile et en chaux, un savoir-faire ancestral. And that house for one man. The man had 3 wives and 36 children. Oh no! 36! Yes. It's a Three big wi- family. 3 With wives. 3 right? Okay. Yeah, not like Nico, just one. This Oh, big one. very nice. Yeah. And that one is, we call it üzerlik. Üzerlik. Yeah, üzerlik made by the local woman, Arabic woman. And you're interested with history, I told you. The woman do it, they pick up around and they do it for good luck. Okay. They put at home Mm-hmm. or in a car. The bad things go away from you when you Okay. take this one. And they bring that one to Mehmet. Mehmet start to sell it for the woman. Okay. In a week, 1 days at night, you take this one and fire and smells at home. Oh. Every one night, a Okay. week, and room like this. Okay. Good. Buyurun. Tradition. Ah, yeah. Look here. A house for Stephanie. Good. Yes, bravo. Just my hair. Just Yeah. Okay. cotton, Harran cotton. Okay. I will We cook grow some. cotton in Harran because everybody is farmer. We call it the cotton white gold. White one. White Yeah. gold. Ah, le Yes, coton, yes, ok, yes. white gold. Yes. Yes, yes. Ok. Thank you. Yeah. C'est chocolat. Rica ederim. Le blé, que l'on retrouve partout dans ce type de culture. Et tu vois, la déco, c'est vraiment cool, quoi. No, just for showing. Wow. Museum house. Et- This one is good yayık. For make yogurt ayran inside. Ok. We put yogurt and shake and delicious ayran. Ok. Turkish ayran is famous. Okay. Turkish Ivory. Yeah. Okay. C'est super. Il fait frais à l'intérieur. C'est dingue. Huh? Yeah, it's crazy. C'est grand à l'intérieur. Certaines sont encore habitées, paraît-il. Pourtant, leur apparence impeccable, les décorations bien trop bien placées, tout semble un peu trop scénarisé. On commence à sentir que quelque chose cloche. Et puis, le café à la pistache. Thank you. T'es chocolat. Regarde. Attention. 1, 2, 3. Hop là. Donc c'est du café à la pistache. Qu'est-ce que t'en penses, Steph? Bah, c'est la première fois que je bois le café au
pistache et c'est très bon. Parce que le café turc, j'ai pas trop aimé, mais là, c'est vraiment délicieux. Vraiment ça, Goûtez. et c'est vraiment très léger en café, mais ça a vraiment le goût de Crémeux pistache. en même temps. Ouais, Crémeux j'ai en trouvé même ça temps. très très bon. Et c'est parfumé en plus. En plus, dans cette forme, c'est trop marrant. C'est vraiment beau. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Ouais. Une pause parfaite avant de découvrir les ruines de l'ancienne mosquée de Harran. Là aussi, un site chargé d'histoire. Mais des rénovations douteuses viennent gâcher un peu la magie. Maçonnerie bâclée, un patchwork bien éloigné des techniques d'origine. La visite touche à sa fin, le guide devient moins bavard, moins charmant. Et voilà le moment fatidique. Ça fera 50 €, dit-il. Hein? 50 €? Un regard échangé avec Stéphanie, non, on ne paiera pas 50 €. On lui rappelle gentiment, enfin presque gentiment, qu'il avait dit que c'était gratuit. Il fait mine d'être vexé, de ne pas trop comprendre. Finalement, par pure politesse, et sûrement parce qu'on est bien trop gentil, on lui donne 20 €. Sans un merci, il disparaît. C'est seulement après qu'on découvre le poteau rose, une arnaque bien rodée ici à Harran. Les faux guides pullulent, charmants au début, pressants à la fin. Alors la prochaine fois, on sera un peu moins naïf. Mais toi, si tu viens ici, ne prends pas de guide, fais attention. Türkiye, doner. Doner. Yeah. Hey, coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Bon, il est 6 h du matin. On est en train de marcher là pour monter au mont Nemrut Dagui. Putain, hier soir on est arrivé trop court. On monte toujours pour le Nemrut Dagui, mais je suis pas sûr qu'on y arrive avant le coucher du soleil. Il est un peu tard, on est un peu juste, on va peut-être retrouver les autres, mais il sera trop tard. Mais bon, on va t'offrir le coucher du soleil dans le prochain virage. Tu vas voir, on va le voir ici là. Bon bah, j'aurais pas réussi. Trop dur. La montée est violente. J'ai essayé de courir mais elle a pas fait. Ah, j'essaye de voir si les Belges vont être là mais j'y crois pas. Ah. J'ai raté le soleil de peu. Chier. Ok, c'est dingue. Ce matin, on devait y aller avec les Belges. Les Belges, ils ont décommandé. Ils ont dit qu'ils avaient peur qu'il fasse trop froid. Franchement, il y a moins de vent qu'hier. Par contre, ça monte toujours autant.
Je sens déjà que les poumons fatiguent. Donc bon, faut monter pour pouvoir après voir le lever du soleil. Mais c'est chaud patate. C'est chaud patate. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.